Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif pour ce tuto numéro 5 consacré à GIMP. Ce soir, comme promis, nous allons nous intéresser à ce qui se passe en haut à gauche de notre interface, à savoir la barre d'outils. Voilà, j'espère que vous me pardonnerez ma voix un peu enrouée, mais je suis un peu enrhumé. Voilà, la barre d'outils de GIMP est très importante parce que les outils qu'elle contient servent absolument à toutes les disciplines que couvre GIMP, la retouche, le montage, le graphisme, etc. Elle se décompose en 5 catégories. Vous avez d'une part ici les outils de sélection, qui vont de la sélection rectangulaire à l'outil chemin, les outils de renseignement, qui vont de la pipette à l'outil de découpage, des outils de transformation qui servent à faire des rotations, on va voir ça tout de suite, jusqu'à l'outil de transformation par cage, l'outil texte, très important dans GIMP, les outils de peinture et de dessin, jusqu'à l'outil calligraphie, et ensuite les outils de correction, qui se terminent par l'outil d'éclaircissement ou d'assombrissement. N'oubliez pas qu'en dessous, vous avez la fenêtre d'options des outils qui rappelle qu'à chaque fois que vous sélectionnez un outil, les options sont différentes. Il faut toujours regarder cette petite fenêtre qui est une mine d'informations et de renseignements et qui vous évitera, pour peu que vous vous y intéressiez un petit peu, bien des bêtises. On va ouvrir une image et rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par les sélections. Vous voyez que je sélectionne une sélection rectangulaire et là, immédiatement, dans ma fenêtre d'options des outils, toutes les options inhérentes à cet outil défilent devant vos yeux. Toujours bien regarder cette fenêtre et surtout, dans vos expériences, dans votre apprentissage, lorsque vous allez vous pencher un petit peu sur tous ces outils, n'hésitez pas à tester toutes ces options parce que vous vous en doutez bien, nous n'aurons pas la possibilité de les voir toutes ce soir. Comment fait-on une sélection et à quoi elles servent? Écoutez, c'est tout simple. Elles servent à isoler un sujet pour le traiter plus particulièrement ou l'isoler justement pour le préserver de tout le reste. Les sélections sont énormément utilisées en retouche, en montage, etc. Surtout pour faire du détourage ou toutes sortes de choses. Si par exemple je sélectionne l'outil de sélection rectangulaire, je pince avec mon clic gauche souris, je glisse, je lâche et ma sélection est faite. Vous voyez ici qu'il y a sur la fenêtre d'options des outils 4 petits pictogrammes. Le premier vous rappelle que vous êtes sur le mode de remplacement. Là je viens de faire une sélection, si j'en fais une autre, elle annule la précédente. Inlassablement, tant que ce petit pictogramme est enfoncé. Si j'appuie sur le deuxième, ou que je maintiens la touche majuscule de mon clavier, je vais additionner mes sélections. Comme vous pouvez le constater, elles s'additionnent pour en faire une grande. À chaque fois que vous utilisez une sélection, vous pouvez revenir en arrière grâce à Sélection, Aucune, pour les annuler. Si par exemple je sélectionne ce rectangle et que je ne veux pas ce qu'il y a à l'intérieur mais ce qu'il y a autour, c'est-à-dire préserver ce rectangle pour ne traiter que la périphérie, je vais dans le menu Sélection et je fais Inverser. Si par exemple je supprime cette sélection, on voit bien que mon rectangle central a été préservé et que seule la partie périphérique a été enlevée. Le troisième bouton est un bouton de soustraction. Sélection aucune. Je vais d'abord faire une petite sélection rectangulaire, voilà. Je vais cliquer sur le bouton supprimer, soustraire, pardonnez-moi. Et si je fais une autre sélection, vous voyez que seule cette partie a été supprimée de la précédente. Lorsque l'on fait plusieurs sélections ou lorsqu'on rentre dans des sélections complexes, il est difficile de se rendre compte. On va faire sélection aucune. Hop. Il est difficile de se rendre compte ce qu'on a réellement sélectionné, parce que les rectangles, les ellipses, etc. se superposent les unes aux autres, et ça devient vraiment très difficile de s'y retrouver. Et en plus, parfois, on a besoin d'avoir de la précision dans les sélections, de savoir exactement où on en est. Pour ça, GIMP ne vous laisse pas dans la panade, puisqu'il vous propose ce petit outil qui est en bas à gauche de votre écran d'image, qui est représenté par un pictogramme carré avec des pointillés, qui active ou désactive ce qu'on appelle le masque rapide. Supposons que je fasse ma sélection rectangulaire sur le visage. Si je clique sur le masque rapide, eh bien, GIMP va remplacer les zones non sélectionnées, pardonnez-moi, par une couleur, et celles qui le sont
par de la transparence. Je vais prendre une image plus claire, ce sera probablement plus parlant. Je sélectionne ceci. Pardonnez-moi, j'étais pas dans le bon truc. Voilà, ça va mieux. J'étais en mode soustraction forcément. Donc cette couleur, si elle ne vous convient pas, vous pouvez la changer en mettant bouton droit sur le carré du masque rapide, aller dans configurer la couleur et l'opacité, et en changer la couleur ou l'opacité. Alors à quoi ça sert ce masque rapide? Écoutez, c'est tout simple, ce masque rapide, en fait, il faut le voir comme un masque de niveau de gris. Lorsque vous peignez en noir et en blanc dessus, vous allez pouvoir le réduire ou l'augmenter et ainsi jouer sur la taille de la sélection. Si ma sélection me convient, on va la déplacer et que je veux inclure à cette sélection rectangulaire ma bouche. Je vais cliquer sur Entrée, j'ai bien mon rectangle sélectionné, je le vois grâce au masque rapide, mais je voudrais rajouter ma bouche. Écoutez, c'est tout simple, je prends le pinceau, je clique sur l'inversion de couleur pour avoir le bouton blanc, la couleur blanche au premier plan, et je vais prendre ma sélection, faire la liaison avec les deux, et si je clique sur mon masque rapide, je me rends compte qu'en effet, à mon rectangle a bien été additionné la sélection de ma bouche. C'est un outil, le masque rapide, qui permet, bien sûr, des sélections extrêmement complexes, vous vous en doutez bien. Je pourrais très bien décider de casser les angles de mon rectangle en faisant tout simplement ceci. Bon, vous comprenez bien que là, j'y vais un petit peu à la mitrailleuse lourde, mais c'est juste pour l'exemple. Voilà. Vous voyez que ici, nous avons une sélection qui est très aléatoire, et pourtant, on la retrouve parfaitement représentée. Si je supprime, j'ai bien ma sélection parfaitement intégrée. Ça s'appelle donc le masque rapide, et c'est un outil très puissant. Imaginons que je me rende compte, si je zoome un petit peu, que ma bouche n'est pas correctement dessinée. Pour revenir en arrière, il suffit d'inverser les couleurs et de rajouter de la couleur pour enlever de la sélection. Je peux très bien enlever ma bouche en peignant de la couleur du masque rapide. Si je lève mon bouton, ma bouche a bien disparu. Une autre sélection, c'est l'outil de sélection à main levée qu'on appelle vulgairement le lasso sous Photoshop. On l'utilise de deux manières, toujours les options. Soit on reste appuyé sur le bouton gauche et on dessine comme avec un vulgaire crayon et notre sélection est faite, ou bien toujours à l'aide du bouton gauche, je fais des clics qui me donnent des segments qui me permettent de tourner autour d'un sujet. Vous remarquerez que lorsque je reviens à mon point de départ, mon point devient orange, jaune-orange. Lorsque je clique dessus, automatiquement ma sélection est faite. Ici, c'est l'outil de sélection contigu. Si je clique dessus, et que je clique à un endroit, l'outil va aller chercher des pixels qui ressemblent à celui sur lequel j'ai cliqué dans la périphérie de l'endroit où il se trouve. Par exemple, si je clique ici, il va déterminer que énormément de pixels sont contigus, se ressemblent, et il va donc les sélectionner. Si je vais sur le bord de l'œil, par exemple, vous voyez qu'il va aller chercher plus précisément des pixels. Si je clique sur ce cheveu, boum, l'outil de sélection va retrouver des pixels correspondants. Dans les cheveux, partout. Ce n'est pas un outil extrêmement précis, mais il a au moins le mérite d'exister, et dans certaines situations, il est vraiment très utile. Son grand frère, c'est l'outil de sélection par couleur, qui lui est un petit peu plus précis. Comme son nom l'indique, il va sélectionner tous les pixels dans l'image, cette fois-ci, qui correspondent à la couleur du pixel sur lequel j'ai cliqué. Si je clique dans le collier, vous voyez que non seulement il m'a pris le collier à tous les endroits de la photo, mais en plus, il a trouvé autour des yeux des pixels noirs de la même couleur que le collier, et il est allé les chercher. Très pratique si par exemple vous sélectionnez la carrosserie d'une voiture, à partir du moment où il n'y a pas beaucoup de reflets, elle sera intégralement sélectionnée grâce à cet outil.
Un outil qui est très très puissant et très utile surtout pour le détourage, c'est celui-ci. C'est l'outil ciseau intelligent, qui fonctionne un petit peu comme la deuxième option de l'outil à main levée, avec une petite particularité. À l'aide du bouton gauche, je fais des clics, et automatiquement, si le sujet est bien contrasté, eh bien l'outil épousera la forme de la zone que je suis en train d'isoler. Je vais revenir à mon image de base. L'outil de sélection au premier plan. Alors, c'est un outil qui marche très très bien selon les photos, bien entendu. Il ne faut pas que, comme dans ce cas-là, le sujet ne soit pas très contrasté par rapport au fond. Il faut vraiment des sujets très détachés. Je vais essayer sur celui-ci pour voir. Si par exemple je veux extraire ce filet, je vais tenter le coup. Alors lorsque vous sélectionnez l'objet, en bas, ici, dans la partie basse de GIMP, vous avez des informations qui vous disent tracer un contour grossier autour de l'objet que vous souhaitez extraire. Ce que je vais faire, en cliquant sur le bouton gauche, je vais entourer de façon très grossière mon objet. Il me demande ensuite de marquer le premier plan en décidant sur l'objet, ce que je vais faire. Et je lâche. À mon avis, ça va être un petit peu difficile parce que l'exemple que j'ai pris est très très compliqué. Mais c'est un outil qui parfois marche vraiment redoutablement bien. Finalement, il s'en est pas si mal sorti que ça. Si on active le masque rapide, on voit bien que l'outil a bien été extrait. Si je fais sélection inversée et que je coupe, j'ai bien gardé mon motif plutôt bien sélectionné. Un autre outil qui lui mériterait un tuto à lui tout seul, c'est l'outil chemin, celui-ci, qui correspond sous Photoshop à l'outil plume. Alors l'outil chemin sert soit à faire des sélections, soit à faire des tracés complexes. Et ces tracés, on les retrouve ici, dans un onglet spécial qui ressemble étrangement à l'onglet calque. Si je fais un tracé et que je commence à le faire, vous le voyez apparaître ici, sur votre droite, dans l'onglet chemin. Je peux l'activer pour le rendre visible, le désactiver, je peux le copier, le coller, l'envoyer vers les sélections, etc. Enfin, je vous invite sérieusement à lire l'aide, parce que l'outil chemin est un outil qui va vous apporter beaucoup, vous verrez. Dans les options, toujours, vous avez la possibilité soit de le tracer, soit de le modifier, soit de le déplacer. Si par exemple je clique sur déplacer, comme son nom l'indique, je vais pouvoir le bouger. Si je clique sur tracer, et que je clique ici sur tracer le chemin, GIMP va me proposer soit une ligne de tracé dont je vais paramétrer la nature, soit utiliser un outil de peinture que j'aurai au préalable préconfiguré. Si je prends la ligne de tracé, que je prends par exemple une largeur de 10 pixels, et que je trace, GIMP va tracer mon chemin sur mon chemin, va tracer mon tracé. Excusez-moi, je suis un petit peu fatigué. Je vais donc le sélectionner et le supprimer. Et vous voyez que mon trait est bien existant. GIMP a donc tracé par-dessus mon chemin. Je peux aussi, à l'aide de l'outil chemin, faire des sélections. Ce qu'on va faire, par exemple, je peux faire 3 petits points comme ça, tac tac. Et si je fais sélection depuis le chemin, eh bien, GIMP va déterminer la zone qui est à l'intérieur de ces tracés, à l'intérieur de ces points, et en faire une sélection. Je retrouve toujours mon chemin dans mon petit onglet. Ici, nous avons les outils d'information et certaines formes de transformation. Ici, l'outil pipette. Alors, l'outil pipette, très connu dans tous les logiciels de retouche photo. Écoutez, si je clique à un endroit, vous voyez ici
qu'il va remplacer la couleur du premier plan par la couleur que j'aurais sélectionnée. Très utile lorsque l'on veut peindre et retoucher, raccorder dans un dessin. On va aller chercher la couleur pile poil qui correspond à ce que je veux faire. Si par exemple je veux, je ne sais pas moi, hop, sélectionner cette couleur-là, prendre un outil de pinceau avec une taille raisonnable, hop, pour ma photo, qui est un petit peu grande, et peindre ici, vous voyez, je vais être raccord avec la couleur que j'aurais pris avec la pipette. Ici on a l'outil zoom, toujours avec ses options. Là je suis en zoom avant, je clique ici, je suis en zoom arrière. Il fait partie des nombreux outils de visualisation dont je vous rappelle la croix qui vous sert à vous promener ici, les facteurs de zoom, là, et bien entendu la touche contrôle du clavier avec la molette de la souris qui vous permet de zoomer et de dézoomer. Et bien sûr, en haut à droite, cette petite loupe qui vous permet de réajuster la photo à la taille de la fenêtre. Cet outil-là, c'est un outil de mesure et de distance. Quand vous cliquez dessus, avec le bouton gauche, un point, deuxième point, en bas, ici, dans le bas de la fenêtre, vous avez les indications qui correspondent à votre segment. Là, je viens de faire un trait de 1755 pixels de long, à un angle de 79,93 degrés. Et cette diagonale, en fait, est la diagonale d'un rectangle qui ferait 307 pixels par 1728 pixels. Alors c'est quelque chose qu'on utilise énormément lorsqu'on fait du graphisme ou toute manipulation graphique qui font appel à, comment dirais-je, à de la géométrie ou à des informations précises de cotes, de mesures, etc. C'est un outil très pratique. L'outil de déplacement, comme son nom l'indique, il sert à déplacer des objets, des choses, tout ce qui est actif dans GIMP. Veillez toujours à bien regarder les options, parce qu'ici je suis sur le calque actif. Si par exemple je crée un nouveau calque, un calque ici transparent, si je déplace mon calque, je ne fais que déplacer. Pardonnez-moi, comme je n'ai rien mis dessus, il ne s'est rien passé. Hop. Voilà. Là j'ai bien mon calque. Et si je clique sur déplacer le calque actif, il me déplacera le calque sur lequel je me trouvais. Pardon, j'avais oublié de cliquer ici, décidément, c'est la fatigue. Vous voyez, là je ne touche pas à mon image en dessous parce que je suis sur le calque actif, qui est représenté par la surbrillance ici. Si par contre je clique sur pointer un calque ou un guide, mais là je vais dépasser la totalité de mon fond et de mon image. Si par contre je fais une sélection, et je clique sur déplacer, je peux ici, grâce à ce petit pictogramme, déplacer ma sélection. Ou déplacer mon chemin. À propos des sélections, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, et c'est très important, que lorsque vous faites par exemple une sélection rectangulaire ou elliptique, dès lors que vous vous placez au milieu, vous avez une petite flèche multidirectionnelle qui vous permet, grâce au clic gauche, de déplacer cette sélection. Et si vous vous rapprochez des bords, vous avez des rectangles jaunes qui vous permettent de redimensionner à souhait votre sélection. Et dans les angles, une réduction ou une augmentation proportionnelle. Très utile pour les sélections, pour affiner notamment dans les contours des yeux, etc. L'outil d'alignement, si je sélectionne par exemple un calque, une sélection, une image, vous voyez qu'on a un menu déroulant qui nous donne pas mal d'options. Là je vais prendre le calque actif, qui est le calque de mon petit gribouillage. Dès lors que je clique dessus, je vois des tas de petits pictogrammes qui s'affichent et qui me permettent, vous voyez, de déplacer, de caler, de centrer mon élément. Voilà. Là je suis centré dans les deux sens, je peux le mettre à droite, à gauche, etc. Ça marche aussi avec les sélections, avec toutes sortes d'objets. L'outil de rognage, l'outil de découpage, je fais une sélection, hop, je lâche. Lorsque j'appuie sur Entrée, la photo est réduite à la taille du rognage. C'est une sorte de découpage en direct live qui est très très pratique. Je vais supprimer ce casque qui m'agace un petit peu.
On rentre dans les outils de transformation, ça c'est l'outil de rotation, je clique dessus, toujours bien regarder les options, je clique au milieu de l'image, et là j'ai un curseur qui me permet de tourner à souhait mon calque. Je clique sur rotation, il va faire son travail, c'est une image très riche, hein. Je crois qu'il y a 16 millions de pixels, donc ça met un petit peu de temps, et il va faire tourner votre calque, comme vous le lui avez demandé. Voilà. L'outil de mise à l'échelle, je clique au milieu, et là ici j'ai des poignées qui me permettent de réduire mon objet de premier plan. Je clique sur échelle, il s'est réduit. Un outil cisaillement, c'est une déformation par inclinaison. Même principe, je clique au milieu, et là je vais pouvoir créer une sorte de parallélogramme et de déformer mon image selon ce plan. Je clique sur cisailler et elle s'incline. L'outil perspective, idem, je clique au milieu, et là, je viens tirer sur mes poignets, ou les pousser, et je peux faire des effets de perspective très très sympas. Là par exemple, j'aurais très bien pu mettre le visage de ce mannequin sur le panneau d'une rue dans un photomontage, par exemple, sur un boulevard, tout en perspective. Ici nous avons l'outil de retournement. Si je clique dessus, j'ai deux options qui me permettent soit un retournement vertical ou horizontal, ici. Je clique, je retourne. En vertical, je clique, je retourne. Regardez bien les options, je peux le faire aussi à l'aide d'une sélection. Si je fais une sélection par exemple, et que je prends l'outil retournement, que je sélectionne la sélection, et que je mets par exemple en vertical, eh bien, je vais pouvoir la permuter verticalement ou horizontalement. Vraiment, ces options des outils sont une mine d'informations et une mine de possibilités. Ici nous avons un outil qui est très très sympa, très puissant, qui marche beaucoup mieux sur des images fortement pixelisées, enfin de très bonne qualité. Quand les images sont de mauvaise qualité ou très pixelisées, le résultat n'est pas toujours top. Si je veux par exemple déformer la bouche de cette charmante geisha, je clique sur cet outil, je fais des points autour de la zone qu'il m'intéresse de déformer, jusqu'à la rejoindre. Là, je rentre dans la deuxième option, qui me permet de déformer cette fois-ci. Je vais donc tirer sur les points, et vous allez voir que ma zone va commencer à se déformer. Lorsque la déformation a atteint le niveau que je souhaite, il ne me reste plus qu'à cliquer sur Entrée. Et ma zone a été déformée. Pardon. L'outil texte, comme son nom l'indique, c'est un outil qui sert à écrire des choses sur GIMP, avec la particularité que lorsque vous créez un texte avec l'outil texte, vous allez créer automatiquement sur votre droite un calque texte que vous allez pouvoir manipuler comme un autre calque. Si je prends par exemple une police symbole, avec une police de caractère de 35 pixels, je clique au milieu de mon image par exemple, et je vais pouvoir écrire. Je vois ici que j'ai créé un calque sur ma droite, un calque d'image. De la même manière, si je clique sur l'outil déplacer par exemple, je vais cliquer sur déplacer le calque actif, et là, je vais pouvoir bouger mon texte ici. L'outil pot de peinture, je crée par exemple une nouvelle image. Hop. Avec l'outil pot de peinture, je vais remplir une zone avec la couleur du premier plan. Si par exemple je choisis un bleu, que j'ai mon outil pot de peinture, je clique et je remplis. Très très pratique pour remplir de grandes zones. L'outil dégradé, comme son nom l'indique, il va créer des dégradés, mais alors là, pareil, regardez attentivement votre menu d'options et explorez-le, parce que vraiment il y a beaucoup de choses. Si je clique par exemple sur la nature même du dégradé, j'aurai un premier plan vers arrière-plan par exemple, il ira du bleu vers le blanc, ce sont les couleurs qui sont... Je peux l'inverser, d'arrière-plan, vous voyez, vers premier plan,
Et puis j'ai tout un tas de dégradés qui ont été préprogrammés pour vous donner un maximum d'effets. Notamment des dégradés intéressants qui vont d'une couleur vers la transparence. Si par exemple je prends celui-ci, je clique, je tire mon petit trait, je lâche, et j'ai mon dégradé. L'outil crayon, comme son nom l'indique, sert à crayonner, à dessiner. On sélectionne toujours avec la couleur du premier plan la couleur que l'on souhaite. Et on crayonne. Bien entendu, j'ai pris une brosse floue, j'aurais pu prendre une brosse dure, avec une taille plus petite, voire beaucoup plus petite, et écrire. Son cousin, l'outil pinceau, qui a la même fonction, mais avec d'autres options. L'outil gomme, qui, comme son nom l'indique, sert à effacer ce que l'on vient de dessiner. L'outil aérographe, c'est toujours un outil de peinture. La particularité qu'il a, c'est que dans sa manière de travailler, il fonctionne comme un aérographe, c'est-à-dire en pulvérisation. Et vous voyez que c'est beaucoup plus feutré, beaucoup plus espacé, comme un petit nuage de points. C'est beaucoup plus fin pour faire des retouches très subtiles. L'outil aérographe est très important. L'outil calligraphie, dont on peut régler, vous voyez, la pointe, c'est vraiment un outil qui sert à... Enfin, qui est un des rois pour la tablette graphique. Vous voyez, on peut écrire, et puis il y a toutes les zones plus larges, plus fines. Voilà, il va gérer ça comme une plume, comme un outil de calligraphie. Là, pareil, vous avez des options de vitesse, d'inclinaison, de taille. Ils sont très très utiles, surtout quand on travaille à la tablette graphique. On va rentrer dans les outils de correction. Alors, l'outil de clonage, si je clique dessus, je vais sélectionner une brosse qui convient. Je vais prendre une brosse floue, par exemple, ou une brosse dure pour bien voir l'effet, pardon. Dès lors qu'on a sélectionné cet outil, comme souvent dans tous les outils de correction, il suffit de faire un contrôle, clic dans une zone, et il va, vous voyez, mémoriser la zone. Et lorsque je vais cliquer avec le bouton gauche sur la zone que je veux corriger, eh bien, elle va suivre automatiquement la zone sur laquelle j'ai cliqué pour venir la reproduire. C'est une sorte de clonage à distance. Si par exemple, je fais un contrôle-clic sur l'œil, et que je viens ici, avec mon bouton gauche, je vais commencer à reproduire le visage de ma charmante demoiselle. L'outil correcteur fonctionne un petit peu de la même manière. La seule différence, c'est qu'il va travailler sur des zones contiguës. Il ne se déplacera pas proportionnellement à l'outil de remplissage, à l'outil de clonage. Si par exemple je fais, tiens, on va faire une petite irrégularité pour de faux, histoire de vous montrer. Voilà. Je vais faire des petits points verts, voilà. Et je vais prendre mon petit correcteur. Imaginons que ce soit des taches de rousseur, ou je ne sais pas moi, une cicatrice, ou quelque chose que vous vouliez faire disparaître. Eh bien vous faites un contrôle-clic dans la zone où vous voulez garder le ton, et ensuite vous venez le reproduire, et il disparaît. En revanche, vous comprenez bien que si par exemple je clique ici, et que je viens reproduire là, vous voyez que les zones ne sont pas dans la même teinte. Donc il convient toujours de déplacer son contrôle-clic au plus près de la zone que l'on veut traiter. Là, je clique avec ma touche contrôle enfoncée, et là, je viens recouvrir mon irrégularité. Très 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 utile lorsque l'on veut, par exemple, retoucher des taches de rousseur sur un visage, ou de l'acné, etc. On s'en sert énormément. C'est l'outil correcteur. Ça, c'est l'outil de clonage en perspective. Fonctionne exactement comme un outil de clonage classique. La seule différence, c'est que ce qu'il va cloner sera en proportion d'une perspective que vous aurez déterminée. Lorsque vous cliquez dessus, il vous dit d'abord modifier le plan de perspective. Vous cliquez dans votre image et vous allez rabattre ce plan de perspective ici. Là, malheureusement, les images chargées ne permettent pas de vous rendre bien compte de la puissance de l'outil. Hop. J'ai perdu mon clonage en perspective, excusez-moi.
Si ici j'ai un objet que je veux reproduire dans ce sens-là, l'objet qui sera reproduit va s'écraser au fur et à mesure, proportionnellement à la perspective. Alors c'est très utile, par exemple, si vous avez, imaginons une allée en profondeur avec un château au bout, et que devant vous ayez des pots de fleurs que vous vouliez reproduire, et bien au fur et à mesure, ils vont s'écraser, se réduire, dans le sens de la perspective, proportionnellement à celle que vous aurez déterminée. C'est pas un outil dont on se sert très souvent, mais lorsqu'on s'en sert, lorsqu'on en a besoin, on est content de l'avoir, croyez-moi. Ce petit outil, flou netteté, comme son nom l'indique, va vous servir à flouter ou à rendre plus nettes des zones. Si par exemple je me mets sur l'œil de mon mannequin et que je choisis augmenter la netteté, eh bien, à force de passer dessus, je vais augmenter la netteté de ma zone. Et si je continue et si je m'acharne, je vais finir par faire une chose absolument immonde. Mais c'est pour vous prouver que l'outil continue son travail inexorablement tant que vous ne l'arrêtez pas. De la même manière, je peux flouter ici, avec cette option, et créer, par exemple, vous voyez, une zone un peu floue d'arrière-plan, pour dégager l'œil. Pas très très joli, mais au moins ça a l'avantage d'être parlant. Vous voyez que cet outil est fabuleux pour isoler, par exemple, un détail, ou créer une faible profondeur de champ sur une photo. Nous avons un autre outil de correction qui est l'outil barbouillage. Alors lorsque vous cliquez dessus, cet outil mélange les pixels entre eux et permet un petit peu parfois de noyer le poisson. Par exemple, si je passe ici, vous voyez que je viens ramener ces pixels-là sur celui-ci, et puis je viens un peu mélanger tout ça. Alors c'est très très utile lorsque l'on veut, par exemple, vous voyez ici on a un petit peu de duvet, etc. Lorsque l'on veut casser un peu les irrégularités d'un visage, c'est un peu un effet fond de teint, quoi. Très utile lorsqu'on fait des retouches de portrait. Bon là, vous voyez bien que je ne m'applique pas, mais c'est juste pour vous montrer que on peut supprimer pas mal d'irrégularités sur un visage et le lisser parfaitement grâce à cet outil. Et il nous reste enfin le dernier à voir, c'est l'outil d'éclaircissement et d'assombrissement. C'est un peu comme le flou et netteté, mais pour la clarté et les ombres. Si je clique dessus, je peux soit éclaircir, soit assombrir, et je peux travailler sur les tons sombres, les demi-teintes ou les tons clairs. Par exemple, si je clique sur éclaircir les tons sombres, et que je viens autour de l'œil, vous voyez que, hop, je viens dégager, déboucher ces ombres. Et à contrario, si je clique sur assombrir, vous vous en doutez bien, je vais faire le contraire. Toujours pareil, je peux travailler, vous voyez, renforcer les sourcils, renforcer ici ce collier, la partie sombre centrale de la bouche, les ombres sous le nez, ou au contraire les éclaircir. Là, de la même manière que pour l'outil de flou de netteté, plus je continue, plus il continue, et moins il s'arrête. Donc à vous de l'utiliser avec parcimonie et avec douceur. Voilà un petit peu pour la boîte à outils sous GIMP. Les outils sont très très puissants, contiennent énormément d'options, donc essayez-les un par un, quitte à faire un petit peu des massacres comme je viens de le faire pour vous ce soir. Et puis voilà, faites connaissance, rentrez dans le menu d'aide et regardez un petit peu dans l'aide comment est décrit l'outil et ses options. Et puis essayez. Vous aurez aussi le loisir de regarder toutes les notions de dynamique, etc., qui vous permettent de restituer des notions de pression, etc., comme lorsque vous utilisez un stylo, un feutre ou un pinceau. Voilà, on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto sur GIMP qui sera consacré cette fois-ci au calque. Aïe aïe aïe. Bonne soirée, merci, à bientôt. Bye bye.